Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que vous vous demandez qui a tué votre mère, votre sœur. Vous vous tournez vers quoi, vers qui, pour trouver un peu de paix, un peu d'espoir? Des podcasts, des documentaires, des séries de télé, topo sur les crimes non résolus. Hi, welcome to the show. This is Who Killed Teresa? It's a podcast about missing and murdered persons. A show where life isn't fair, justice is blind and dysfunctional, and some cops aren't smart and dedicated like on TV. Qu'est-ce qui est arrivé à Teresa, ta sœur? One night in November of 1978, she was a student at Champlain College in Eastern Townships. It was a Friday night. She was last seen around 6 o'clock at night in the dining hall, and she was supposed to arrive later, around 9 o'clock at night, at her residence, which was about 10 miles away, and she never made it. She disappeared until her body was found in the spring of 1979. Upon her disappearance, police initially suggested she was a runaway. When her body was discovered, police then suggested she was the possible victim of a drug overdose, perhaps with the assistance of fellow college students. Is that really what happened? That's what I was told happened, but is it really what happened? So I think that's the reason of wanting to very methodically go through the information and look at everything. For me, she was murdered. She was strangled and murdered. Toi, Julien Morissette, tu as décidé de te pencher sur le cas de Valérie Leblanc. Ça s'est passé à Gatineau. Ouais. Quand notre équipe a commencé à s'intéresser à l'histoire de Valérie Leblanc, tout ce qu'on lisait avait rapport aux circonstances atroces dans lesquelles le corps a été retrouvé. Ça a fait en sorte que le cas Valérie Leblanc est presque devenu une légende urbaine en Outaouais. Le 23 août 2011, Valérie Leblanc, une étudiante au cégep de l'Outaouais qui avait 18 ans, a été retrouvée morte, mutilée et brûlée donc derrière le cégep par un groupe de 4 étudiants du cégep. C'est arrivé à l'école où je venais de recevoir mon diplôme. J'ai des amis en commun avec cette fille-là, donc nous, on n'est pas des journalistes d'enquête, on n'a pas de formation en criminaux ou en enquête, mais on s'est dit on veut documenter ce qui est arrivé à Valérie Leblanc. On est donc dans le bois derrière le cégep, avec Sylvain Leblanc. Elle avait fini, elle est en avance. Puis il y a quelque chose qui l'achalait, je sais pas trop quoi ou qui. Elle avait hâte de partir. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui la narguait. Qui a tué Valérie? C'est le plus grand mystère à Gatineau. Et c'est pour ça qu'on s'est penché là-dessus, parce qu'on se dit, il n'y a personne qui a de pistes précises. Il y a eu beaucoup... Cette journée-là, Valérie s'est fait laisser par son copain. Donc, évidemment, on se demande tout de suite, est-ce que cet ex-ami de cœur aurait tué? Est-ce que ça a mal viré, cette histoire-là? On a travaillé... On l'a interviewé. On a été les seuls qui ont été capables de lui parler publiquement. On a travaillé 1 an là-dessus à pouvoir lui parler. Mais personne ne sait vraiment ce qui est arrivé. Puis la police, ça fait 7 ans, ne donne aucun détail et ne collabore pas tant que ça avec la population pour essayer de résoudre le crime. Comment vous réagissez, vous, vos collègues, là, les enquêteurs, quand vous voyez des podcasts, là, des enquêteurs en herbe qui se disent « Moi, je vais le trouver coupable ». Est-ce que ça vous agace? Je ne sais pas que c'est un agacement. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça nuise à l'enquête qu'on fait présentement. C'est évident que cet enquêteur en herbe-là ne sait pas les stratégies qui vont être déployées. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est si on veut les sorties médiatiques de ces personnes-là, qui pourraient nuire à ce qu'on a mis en place, que ce soit de l'écoute électronique, que ce soit des stratagèmes d'enquête. On ne veut pas que ça vienne nuire. Là, on remonte à plusieurs années, là, donc on sait qu'on doit utiliser des stratégies. Mais de l'autre côté, si vous avez trouvé la fameuse information, donnez-la à la police en premier. Her death was possibly linked to 2 other unsolved local cases. The theory was supported by FBI profiler who suggested a serial sexual predator may have been operating in the Quebec region in the late 1970s. Qui a tué ta sœur? I'm not going to say. I think I know. You do? Yeah. Certain à 100%? 90%. Did you tell? Oh, yes. Sûreté de Québec dit peut-être non. Mais est-ce qu'ils ont mené une enquête? Yes. They did a lot of work around that. They think they have all the information. They don't.
I have information that I'm no longer sharing with them. Pourquoi? Because I don't trust their ability to solve the crime. Il y a quelque chose, OK, qui est arrivé cette journée-là à Valérie qui l'a bouleversée. Parce que Valérie, c'était un bout en train, puis elle aurait jasé avec tout le monde, tout ça, puis tu voyais qu'il y avait quelque chose. La seule chose qu'on sait, c'est que quelqu'un, quelque part, c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'il y ait une arrestation. Mais il y a tellement de gens à Gatineau qui, nous, en tant que gens qui créent du podcast, de réalisateurs, documentaristes, on a reçu au-dessus de 50 messages, appels, des gens qui nous disent « Moi, j'ai de l'information et la police ne me répond pas. » Et la patronne de Valérie, chez qui Valérie était la veille, n'a jamais été rencontrée. Il y avait une fête des employés chez elle la veille du crime et Valérie disait déjà, je me sens pas bien, il y a de quoi d'horrible qui va se passer, j'ai un pressentiment. Ils sont jamais allés rencontrer ces employés-là, ils sont jamais allés rencontrer la patronne, donc il y a beaucoup de frustration. Mon nom est Stéphane Parent, je suis réalisateur et j'aime faire des enquêtes. Lorsque je fais des enquêtes, je ne ménage aucun effort pour trouver des réponses à mes questions, mais aussi aux questions des familles qui attendent depuis 20, 30 ou 40 ans que la justice soit faite dans ces dossiers non résolus. Ma sœur, moi-même, elle a été enlevée, séquestrée, battue, violée. Elle avait 16 ans. Fait que, tu sais, pour moi, c'est de l'empathie aussi, parce que je me mets beaucoup à leur place. Rappelle-nous, novembre 84, ça portait sur quoi? Novembre 84, le 1er novembre 1984, dans toute l'histoire du Québec, on n'a jamais vu ça, 3 enfants enlevés la même journée. 2 de ces enfants-là ont été retrouvés assassinés. Le 3e, Sébastien Métivier, est toujours porté disparu. Alors, le film est parti de là. Puis il y a d'autres cas là, qui sont venus par la suite. En fait, c'est 7 dossiers que la police va relier ensemble. Tamiliki, 12 ans. Maurice Vien, 4 ans. Sébastien Métivier, 8 ans. Wilton Lubin, 12 ans. Denis Roux-Bergevin, 5 ans. Pascal Poulain, 10 ans. Et Marie-Ève Larivière, 12 ans. Quand le film est sorti, là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné et les policiers ont dit le téléphone a sonné, ça a permis de faire avancer certains dossiers. Alors, je me dis, oui, ben garde, je suis devenu une sorte de militant, là, quelque part, pour un porte-voix pour ces familles-là. Ouais, c'est ça. Exact. As-tu apporté des éléments nouveaux à travers ton travail sur certains cas? Absolument, plusieurs. Par exemple? Plusieurs. Ben, je prends l'exemple de Catherine Hawks. On avait diffusé un appel téléphonique du tueur qui avait appelé suite au meurtre de la jeune femme, un appel au 911, 2 appels au 911. Et puis, par la suite, on a reçu une lettre anonyme, quelqu'un qui reconnaissait la voix de l'individu en question. J'ai eu des aveux dans plusieurs dossiers, donc, regarde, c'est très positif. Réellement, de votre côté, qu'est-ce que vous avez reçu de concret de la part de ces podcasts ou documentaires? Pas tant de choses concluantes. Parfois des choses qu'on avait déjà vues, mais qui n'avaient pas, que pour les policiers ou pour les enquêteurs, n'avaient pas été concluants. Ça n'empêche pas qu'on va revérifier l'information. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on reçoit 50, 60 informations à traiter, qu'on a déjà traitées. Donc, on doit repasser à travers tout ce processus-là pour s'assurer que chacune des informations, on les a vraiment validées. Est-ce qu'il y a eu des cold cases qui ont été résolus, comme 10 ans plus tard, 15 ans plus tard? Oui, on a eu, l'an dernier, on a eu le dossier de Rosiana Pukachish à Rapid Lake qui a été résolu. Dans le fond, c'est une jeune femme autochtone qui avait été assassinée. Puis, grâce à la technologie, avec le travail avec le laboratoire, on a pu retrouver des éléments dans le dossier, faire des tests, puis identifier notre suspect, puis qui a été arrêté et qui est accusé présentement. L'avez-vous fait pour tous les dossiers ici? Mais tout ce c'est vraiment le travail des enquêteurs présentement, c'est de revoir dans les dossiers, est-ce qu'on a un ADN, est-ce qu'on pourrait l'envoyer pour expertise. Ouais. Afin d'en savoir un peu plus, je suis allé à Shawinigan rencontrer Sylvie Baudouin, dont le frère Marc Baudouin, qui était âgé de 12 ans à l'époque, a été assassiné de 31 coups de couteau par le chanvreur. Stéphane, je suis obligé de te dire, là, toi, t'es là, t'es tout seul, t'es un peu obsédé. Hein? Là, t'as des cadres de police. Eux autres les trouvent pas. C'est toujours bien pas toi qui va y trouver non plus. Non, bien, je prétends pas refaire le travail de la police, mais mon rôle à moi, comme journaliste, comme cinéaste, c'est de médiatiser ces dossiers-là, justement, pour pas qu'ils tombent dans l'oubli. Ouais. Parce que pendant 30 ans, 40 ans, il y a des familles qui disent « Stéphane, depuis que t'en parles, c'est revenu dans l'actualité. »
Aux États-Unis, par exemple, il y a un shérif, à un moment donné, il était sorti, il a dit la meilleure façon de résoudre des vieux dossiers de meurtre, c'est en passant par la médiatisation. D'en parler. D'en parler. L'enquête, c'est tout. C'est n'importe qui. C'est tout le monde dans leur salon, dans leur maison, qui peuvent à un moment donné détenir une information et faire en sorte qu'on puisse aboutir à connaître finalement les circonstances de ces assassinats. Lors de son stage en écologie, Michael a animé l'activité du zoo la nuit au zoo de Granby. Tellement stimulant! À l'Université de Sherbrooke, 80% des étudiants au bac font des stages. Choisissez Sherbrooke et obtenez bien plus qu'un diplôme. Inspiré de l'Islande, le nouveau Liberty Skier. 19 grammes de protéines, sans sucre ajouté. J'irai sans crainte, tranquille à mon dernier repos. Merci d'être ici aujourd'hui. Votre présence est quand même très importante à la mémoire de ces jeunes filles assassinées dans les années 70 et 80. Le monument, là, c'est ton idée? Oui, l'expérience avait déjà été faite là, auparavant avec un autre monument sur les enfants assassinés. Alors, j'ai dit, pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire? Tu sais, il y a des fois là-dedans que c'est des familles qui n'ont pas les moyens. Là, ça leur permet justement d'avoir un endroit. Il y a des familles qui se sont rencontrées, qui ne se sont jamais connues là, pendant 40 ans. Moi, je venais ici régulièrement, toutes les années, parce que ma mère est ici. Là-bas, quelque part. Il n'y a pas de monument. À cette heure, ben... Merci. Merci beaucoup. Vous, votre mère est décédée depuis 37 ans? Oui. On n'a jamais trouvé le coupable? Oui, ma mère a été assassinée dans son lit, dans son appartement, en plein milieu de la nuit. Elle a baigné 12 heures dans son sang. Elle a été retrouvée et puis apportée à l'hôpital pour décéder 3 jours plus tard. Donc, et oui, l'assassin compte toujours. On a un suspect, mais il n'y a pas de preuve. Rester dans l'ignorance de ce qui s'est passé, c'est la pire situation. Et tout ce qu'on peut faire pour ramener les histoires de ces jeunes filles-là dans l'actualité, on doit le faire. D'abord, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas oubliées, puis qu'éventuellement, il y ait une résolution, c'est-à-dire quelqu'un qui parle. Et l'enquête, c'est pas juste l'enquête de police, l'enquête, c'est tout. C'est n'importe qui, c'est tout le monde dans leur salon, dans leur maison, qui peuvent à un moment donné détenir une information et faire en sorte qu'on puisse aboutir à connaître finalement les circonstances de ces assassinats. Vous avez représenté un regroupement de 8 familles de femmes disparues, assassinées. Exact. On a fait une espèce de discussion pour en venir à un consensus qui visait à acheminer au ministre de la Sécurité publique du Québec un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que ce soit plus facile pour les familles, qu'il y ait accès à plus d'informations et que les enquêtes policières soient mieux menées. Pourquoi cette demande-là? Pour faire en sorte que, après 25 ans, si on n'a pas d'accusation, on devrait prendre le dossier, le donner à la famille, quitte à faire signer une clause de confidentialité, mais on devrait donner ça à la famille puis dire, voici, on a rencontré telle personne, on a tel suspect, on a tel prélèvement d'ADN, on a des prélèvements sanguins, on a des cheveux, on a conservé tout ça, c'est à tel endroit, on a telle déclaration, et voici ce qu'on a fait comme travail. Pourquoi pas le faire? Pour permettre à la famille peut-être de donner un second souffle à ça. Parce que, je vous le dis, la famille, c'est 24 heures sur 24, c'est une obsession, et c'est pour le reste de leur vie. Parce que le proche qui est disparu, pour cette famille-là, c'est l'événement de leur vie. Ça, c'était des demandes au ministre Coiteux? Coiteux, en 2016. Colette, on est ici pour votre sœur, Joanne? Oui, effectivement. Au mois d'août 77, après son corps de travail, la rue d'autobus, en débarquant, elle a été séquestrée par un ou des individus, ça on l'ignore. Et puis on a retrouvé son corps 10 jours plus tard, battu et poignardé. On n'a jamais découvert qui avait commis ce crime-là? Non, c'est sûr que les policiers nous ont dit qu'il y a eu des suspects, mais qu'il n'y a jamais rien eu de concluant par rapport à son dossier. Est-ce que la police a encore des pièces à conviction, des preuves,
Ben, eux, Le savez-vous? On ne le sait pas vraiment. Vous savez pas? Non, on ne le sait pas. L'avez-vous demandé? On l'a demandé par l'intermédiaire de Maître Marc Bellemare. Ouais. Et puis, ce qu'on nous a répondu, c'est que oui, le dossier est actif, oui, les documents sont Ce qui à veut la rien possession, mais ce qui veut Ça rien veut rien dire, dire. ils ont été très, très vagues. Là. On n'a Ouais. rien vraiment d'officiel. Là. Vous étiez parmi ceux et celles qui demandaient des réponses à Martin Coiteux alors qu'il était ministre de la Sécurité publique. Effectivement. Vous n'avez pas eu. Non, pas du tout. Comment vous vous sentez quand vous êtes traité comme ça? Ben c'est très frustrant parce que moi, je me dis, ma soeur, avant d'être un numéro de dossier, était un être humain. Et puis, je pense qu'elle mérite qu'on aille plus loin que ça. Là. La jeune Joanne Dorion, disparue depuis le 28 juillet dernier, a été retrouvée morte hier soir sur les berges de la rivière des Mille-Îles, non loin de la résidence de ses parents. Il y a un père de famille qui est rongé par l'inquiétude ce soir à Terrebonne, au nord de Montréal. Julie Surprenant, une adolescente de 16 ans, est portée disparue depuis bientôt 48 heures. La disparition d'une jeune femme de 27 ans à Sherbrooke sème l'inquiétude. Julie Boisvenu, une femme apparemment sans histoire, n'a pas été revue depuis qu'elle a quitté un bar du centre-ville. C'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Est-ce qu'il y a plus de crimes non résolus au Québec que dans le reste du Canada? On est en retard. Alors, je vous dirais, dans les années 2010, si je compare aux Américains qui étaient à peu près à 70 de taux de résolution, nous, on était autour de 50 À cause? À cause de tout ça, d'abord, la formation des policiers qu'il faut améliorer, les outils de résolution qu'il faut améliorer, les ressources qu'il faut mettre pour résoudre ces crimes-là. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a aussi une volonté politique de laisser un peu les corps policiers gérer à leur façon ces crimes-là. Et c'est pour ça que je reviens toujours avec Michel Surprenant de créer un corps unique où l'ensemble des cas de disparition des meurtres non résolus serait centralisé à la Sûreté du Québec. Ces criminels-là, impunis, s'ils sont encore vivants, il faut absolument qu'on continue à faire en sorte que ces personnes-là ne dorment pas en paix. Là, il y a des podcasts sur des crimes non résolus, mais quel est l'effet de ces podcasts-là sur la police? Bien, la police, c'est une business, hein? C'est une business. Alors, eux, les services policiers veulent avoir une très bonne image. D'abord, ils travaillent très fort sur leur image. Ils veulent que les gens aient confiance dans ce qu'ils font, mais en même temps, ils ne donnent pas d'informations qui nous permettraient de contrôler la qualité du travail qu'ils font. La police, là, c'est du 9 à 5 syndiqués, hein? Mais la famille, c'est 24 heures sur 24, le reste de sa vie, sur le cas. Alors, c'est normal que la famille essaie d'obtenir des réponses. Et quand la police n'en donne pas ou donne pas d'informations vérifiables, mais la famille trouve des moyens pour faire en sorte que l'enquête se poursuive. Est-ce que toute cette attention pour les crimes non résolus, là, est-ce que c'est sain? Est-ce que ça crée de faux espoirs? Est-ce que, tu sais, les podcasts, les documentaires, là, est-ce que c'est ce qu'on veut, mettre en doute le travail des policiers? Je vous dirais que le comportement aussi bien des policiers que des médias que des victimes ont changé dramatiquement depuis 20 ans, surtout depuis Cédric Provencher. On est dans une autre ère où on respecte davantage les familles, où les policiers ont appris à travailler avec des dossiers de disparus. Hein. C'est les dossiers les plus difficiles parce qu'on n'a pas de réponse à apporter aux familles. Et les victimes ont appris aussi à collaborer avec les policiers et les médias pour aller chercher souvent le petit indice qui manque pour conclure une enquête. On sait aujourd'hui, avec toute la notion scientifique autour de ces cas-là, c'est souvent une petite information qui va faire enclencher, veut dire, un résultat, une réponse. Ça brasse des affaires, mais ça aide à me soigner et à guérir. Oh, oui, tout à fait, parce que là, dans les années 80-90, j'étais tout seul dans ma tête à avoir vécu un événement comme ça. Il n'y a pas personne autour de moi qui avait vécu quelque chose de semblable, même que ça en était rendu que j'en parlais plus, parce que je pensais pour un gars qui avait besoin d'attention. Donc, j'ai arrêté d'en parler. Mais aujourd'hui, les gens en parlent, puis c'est ce qu'il faut faire. Parce que si on n'en parle pas, on n'aura jamais d'informations. En parlant, en les divulguant, soit sur Internet ou en public dans les médias, là, il y a des oreilles qui peuvent entendre des bonnes choses, puis finalement nous donner des réponses. Là. Dominus tecum. Votre parcours, il date justement